Bonjour, cette vidéo sera consacrée à la cosmologie conforme cyclique de Penrose. Paul Valéry a écrit au sujet d'Eureka d'Edgar Poe: les recherches insensées sont parentes de découvertes imprévues. Eh bien, je crois que cela peut aussi s'appliquer à la théorie cosmologique, sans doute la plus extravagante de toutes celles que j'ai exposées jusqu'ici. Alors je vais lui consacrer une vidéo, non pas parce que j'y crois, mais parce qu'elle émane de l'un des esprits les plus puissants que j'ai jamais rencontrés et qui montre encore aujourd'hui, à l'âge de 89 ans, une exceptionnelle créativité. Je veux parler de Roger Penrose, que j'ai plusieurs fois mentionné dans mes vidéos précédentes. Alors, Roger Penrose a été anobli en 1994 par la reine d'Angleterre pour ses services rendus à la science, donc il faut dire désormais Sir Roger Penrose. Et notez que cela ne risque pas d'arriver en France, où les honneurs vont plutôt aux vedettes du show business et des plateaux télé, c'est dire le niveau. Bien, alors Penrose a profondément contribué au renouveau de la relativité générale pendant les années 1960 et 1970 pour commencer, en faisant usage des concepts et des méthodes de ce qu'on appelle la géométrie algébrique et la topologie différentielle. On lui doit aussi le premier théorème sur les singularités, qui concerne donc la physique des trous noirs, et en collaboration avec Stephen Hawking, il a démontré le second théorème relatif, cette fois, à la cosmologie, au relativiste. Mais bon, il a bien d'autres cordes à son arc. Par exemple, en 1958, donc tout jeune, discutant avec son père psychologue et griffonnant des petits dessins sur une feuille de papier, eh bien Roger a trouvé un motif étrange, ressemblant à première vue à un triangle, mais cependant impossible à construire dans l'espace normal à 3 dimensions. Après avoir publié un article dans un journal de psychologie décrivant donc son triangle de Penrose et quelques autres figures dites impossibles du même type, eh bien, il a été contacté en retour par l'artiste néerlandais Maurits Cornelius Escher. Oui, parce que ce dernier dessinait depuis longtemps en fait des figures impossibles, mais sans savoir qu'il s'agissait de choses mathématiques nouvelles et étonnantes. Et à la suite de fructueux échanges mutuels, eh bien Escher s'est inspiré des travaux de Penrose dans ses deux célèbres estampes intitulées Chute d'eau, qui utilisent le triangle de Penrose, et Montée et descente, qui montre un escalier impossible que l'on peut monter et descendre indéfiniment tout en restant sur le même plan. Bon, je ne sais pas incruster des images dans les vidéos que j'enregistre à la maison, mais vous pourrez facilement retrouver sur Internet des images de ces gravures célèbres de Escher. Alors Penrose est également célèbre pour sa découverte en 1974 de pavages qui sont constitués de deux formes, et pas une seule cellule. Alors par exemple des pentagones et des losanges, et donc des pavages ayant la propriété de couvrir intégralement un plan, mais de manière non périodique. Voilà. Alors ça ne semblait au départ qu'un joli divertissement mathématique jusqu'à la découverte, en fait, en 1984, ce qu'on appelle des quasi-cristaux, qui sont des matériaux réels, mais étranges, qui présentent une structure fortement ordonnée, comme celle des cristaux, mais pas périodique. Dans les années 1990, lors d'un dîner chez notre ami commun Brandon Carter, dont Penrose avait été le mentor 15 années auparavant, avant d'ailleurs que Carter devienne à son tour mon propre directeur de thèse, eh bien, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, avec Penrose, sur sa collaboration avec Escher, les pavages non périodiques, et plus généralement d'ailleurs les relations entre la science, l'art et la géométrie, qui m'ont toujours beaucoup motivé et intéressé. Et Penrose m'avait montré d'ailleurs des diapositives de certains pavages non périodiques qu'il avait brevetés et qui sont aujourd'hui encore utilisés par des entreprises de carrelage. Et il avait ajouté avec un humour tout britannique que finalement on pouvait gagner de l'argent avec des découvertes mathématiques, ce qui est plutôt rare, il faut bien le reconnaître. Alors un adepte de la conception platonicienne des mathématiques, en vertu de laquelle la beauté et l'élégance des lois seraient signes de vérité, mais Roger Penrose s'est aussi interrogé sur les connexions entre la conscience humaine et les lois de la physique. Alors il pense, et je partage d'ailleurs cette opinion, que les ordinateurs fonctionnent comme des machines de Turing, c'est-à-dire en termes d'algorithmes, et sont donc fondamentalement incapables de modéliser l'intelligence et la conscience, qui ne sont qu'en partie seulement algorithmiques.
Et Penrose n'exclut pas la possibilité d'une intelligence artificielle qui serait fondée sur des processus quantiques, parce que selon lui, ce sont des processus quantiques, et notamment ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes, qui est un processus fondamentalement non déterministe, qui entre en jeu en fait dans le phénomène de la conscience. Et il a donc proposé des solutions biologiques permettant à des phénomènes de superposition quantique de prendre place dans le cerveau, ce qui, vous pouvez bien imaginer, a fait hurler un nombre de chercheurs en sciences cognitives. Bon, après tout, c'est le prix à payer pour l'originalité. Bon, alors venons-en maintenant à la cosmologie qui nous occupe ici, mais ce qui précède n'était pas superflu, car vous verrez que tout est lié dans l'esprit de Penrose. Alors donc il s'est bien évidemment attaqué au formidable problème que constitue l'unification des concepts de la physique quantique avec ceux de la physique relativiste. Et il a pour cela proposé dès 1967 sa théorie dite des twisters. Voilà. Et en 1971, celle des réseaux de spin. Ce sont des formalismes mathématiques essentiellement. Donc la première a été intensivement appliquée à la théorie des cordes, dans le cadre de ce qu'on appelle la dualité jauge-gravité, dont je parle beaucoup dans mon livre, mais je ne ferai pas de vidéo dessus, c'est un peu compliqué. Et la seconde, est les mousses de spin, c'est à la base de la gravitation quantique à boucle. Les réseaux de spin, pardon, pas les mousses de spin. Alors, comme on l'a vu, ces deux théories sont de sérieuses candidates au titre de théorie quantique de la gravitation, et elles pourraient résoudre la question qu'y avait-il avant le Big Bang. Alors Penrose ne cache pas qu'il ne croit pas beaucoup à la théorie des cordes et à cette dimension spatiale supplémentaire. Il ne se satisfait pas non plus, comme moi, de la théorie de l'inflation, parce que si cette dernière a effectivement passé victorieusement plusieurs tests, grâce aux mesures de rayonnement fossile effectuées par les télescopes WMAP et Planck, j'en ai parlé plusieurs fois, elle n'est absolument pas démontrée, et à ce titre, elle ne devrait pas faire partie de ce qu'on appelle le modèle standard de la cosmologie, malgré évidemment le souhait des très nombreux physiciens qui l'ont étudié et promu. Alors Penrose a toujours trouvé fallacieuses les solutions apportées par la théorie de l'inflation au problème, vrai ou faux d'ailleurs, du modèle cosmologique, notamment parce qu'elle ne résout pas l'énigme de l'état initial très particulier de l'univers et qui est en lien avec le second principe de la thermodynamique. Oui, la question du statut en fait du second principe de la thermodynamique en cosmologie relativiste est ancienne en fait. Elle remonte aux travaux du physicien américain Richard Tolman. Voilà, qui était fondé en fait sur les premiers modèles d'univers dynamique qui avaient été découverts en 1922 par le russe Alexander Friedman. Alors normalement, le modèle dit fermé de Friedman commence et s'achève dans une singularité, qu'on a plus tard baptisé le Big Bang et le Big Crunch. Voilà. Mais Friedman avait suggéré en fait la possibilité d'une évolution cycloïdale, dans laquelle en fait l'univers fermé se dilate et se contracte successivement un grand nombre de fois. Alors si on accepte certaines équations d'état exotique de la matière, eh bien on obtient effectivement une solution où le rayon de l'espace oscille entre une valeur minimale, mais non nulle, qui serait donc l'état de compression maximale, et une valeur maximale qui serait donc un état de compression minimale. Alors, à la fin de son ouvrage ultime de 1924, que j'ai déjà cité dans une vidéo précédente, un ouvrage qui s'intitulait L'univers comme espace et temps, eh bien, Friedman présente, même s'il le fait de façon brève, les solutions qu'il appelle donc des univers variables, qu'il avait venu de découvrir, et publiées donc sous forme technique 2 années auparavant. Et il écrit, donc, le type d'univers variable engendre une famille beaucoup plus générale de modèles. Dans certains cas, le rayon de courbure de l'univers part d'une certaine valeur et augmente constamment au cours du temps. Dans d'autres cas, le rayon de courbure varie de façon périodique, l'univers se contractant en un point de volume nul, puis, à partir de ce point, augmente de rayon jusqu'à une certaine valeur maximale, puis diminue à nouveau pour redevenir un point, et ainsi de suite. Fin de citation. Et donc Friedman ajoute que ceci n'est pas sans rappeler certaines conceptions mythologiques des hindous relatives au cycle d'existence.
Et oui, parce que en fait, les concepts d'univers cyclique ou oscillatoire sont assez fréquents en fait dans diverses mythologies. Par exemple, chez les hindous, eh bien, chaque cycle d'univers s'appelle un kalpa ou encore jour de Brahma, et celui-ci dure 4320 millions d'années. Autrement dit, 4,3 milliards d'années. Vishnu, qui contrôle l'univers, a une vie de 100 années cosmiques, chacune contenant 360 kalpas. Et après 36 000 cycles, et ça correspond à environ 150 trillions d'années terrestres, c'est-à-dire 150 millions de milliards, milliers de milliards d'années terrestres, non, millions de milliards, excusez-moi, le monde a, enfin bref, c'est tellement gigantesque, c'est même pas peine de préciser, en tout cas, bon, le monde arrive à sa fin et seul survit l'esprit. Après une période de temps indéterminée, en fait, toujours dans ces mythologies, un nouveau monde et un nouveau Vishnu émergent et le cycle reprend. Voilà. Ben, vous noterez que la durée de jour de Brahma, c'est très proche de l'âge attribué à notre planète et au système solaire, qui est de 4,56 milliards d'années. Le Kalpa, c'est 4,32. Et du même ordre de grandeur que l'âge de l'univers dans la cosmologie moderne, à un facteur 3 près. Donc cette étrange réminiscence de la cosmologie hindouiste chez Alexander Friedman, elle ne tenait quand même pas compte du second principe de la thermodynamique. Et au début des années 1930, Richard Tolman, on y revient, donc s'intéresse au modèle cyclique de Friedman, avec un univers qui passe par des phases successives de contraction et d'expansion, et ceci de toute éternité, sans commencement ni fin. Et donc ce type de solution avait d'ailleurs été joliment baptisé l'univers phénix, le phénix qui renaît sans cesse de ses cendres, par Georges Lemaître en 1933. Alors selon Tolman, les singularités initiales et finales en fait devaient être remplacées par des configurations d'univers très petites et très denses, du type en fait de l'atome primitif que Lemaître venait juste de proposer. Alors toutefois, donc, ces travaux ont conduit Tolman à montrer en 1934 que l'idée devait échouer en fait à cause du second principe de la thermodynamique. Parce que celui-ci en fait établit que l'entropie d'un système fermé, c'est le cas de l'univers clos, fermé, l'entropie ne peut qu'augmenter au cours du temps. Et d'après les calculs de Tolman, chaque début d'un nouveau cycle d'univers devra donc s'accompagner d'une augmentation de l'entropie, de la matière et du rayonnement qu'il contenait dans le cycle précédent. Or, l'entropie de notre univers actuel, elle est finie, et finalement en fait assez faible quand on la calcule, et ça ne cadre pas avec l'hypothèse d'un nombre très grand, voire infini, de cycles antérieurs au nôtre. Donc voilà, on sait aujourd'hui que l'univers est en expansion accélérée, en fait, du fait de son contenu prédominant en une forme d'énergie sombre, répulsive. Et il semble que sa géométrie soit très proche, en fait, d'être euclidienne, même si les dernières analyses du télescope Planck tendent à favoriser un espace de courbure légèrement positive. Alors, dans tous les cas, si l'énergie sombre est bien décrite par une constante cosmologique, dont j'ai parlé dans des vidéos précédentes, ou par des alternatives comme un champ variable de quintessence, mais qui la garde quand même répulsive, notre univers poursuivra son expansion accélérée ad aeternam. Alors, donc, ça ferme apparemment la porte à un univers cyclique. Donc notre univers n'aurait qu'une seule vie, éternelle, certes, en tout cas dans le futur, mais vouée inexorablement à la fin, à la décrépitude, parce que toutes les structures complexes de l'univers seraient amenées à disparaître une fois épuisées toutes les sources d'énergie présentes dans les étoiles ou sous d'autres formes. Eh bien, Roger Penrose rejette cette idée. Et la théorie qu'il propose, depuis 2010, une dizaine d'années, donc s'appelle la cosmologie conforme cyclique. On l'a abrégé CCC, c'est pas compliqué. Voilà. Et selon l'expression bien connue d'Niels Bohr, elle est suffisamment folle pour être peut-être exacte. Alors pour comprendre la CCC, il faut faire au préalable un petit détour par la notion de transformation conforme. C'est un terme qui en géométrie s'applique généralement à une transformation qui conserve les angles au lieu de conserver les longueurs. C'est le cas des translations et des rotations qui conservent les longueurs et donc qui ne sont pas conformes. Alors dans les années 1960, Penrose avait déjà montré comment des diagrammes d'un espace-temps infini
décrivant tous les événements de l'univers, à n'importe quel moment, eh bien, pouvait, à l'aide d'une transformation conforme, eh bien, être mis en correspondance exacte avec un simple carré de taille finie que l'on dessine sur une feuille de papier. Et à sa suite, Brandon Carter avait utilisé cette technique pour la description complète des trous noirs en rotation. Et les diagrammes de Penrose-Carter permettent de représenter de façon très efficace sur une feuille de papier les propriétés causales d'un trou noir ou d'un modèle cosmologique, y compris leurs éventuels infinis temporels et spatiales. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, dans mon livre de 2006, Le destin de l'univers, trou noir, énergie sombre, j'ai consacré en fait un chapitre entier assez fascinant, jeu de cartes. Alors a priori, il s'agit là d'une astuce mathématique pour représenter de façon finie des propriétés de l'espace-temps qui se déroulent à l'infini. Alors déjà, à la fin du XIXe siècle, l'immense Henri Poincaré avait conçu une représentation conforme du plan hyperbolique infini, le fameux plan de Lobachevsky, sous forme en fait d'un disque fini à l'intérieur duquel on inscrit la totalité de l'espace hyperbolique. Et Maurice Cornelius Escher, le graveur néerlandais, encore lui, avait réalisé à la fin des années 1950 une série d'estampes intitulées Limites circulaires, dans lesquelles il utilisait la représentation conforme de Poincaré. Bon, là encore, je vous renvoie à des sites internet ou à mes livres précédents dans lesquels j'en parle plus en détail. Avec son modèle donc, de cosmologie conforme cyclique, Roger Penrose s'est mis à jouer de façon similaire en fait avec les équations de la relativité générale, mais au lieu de considérer les transformations conformes comme juste un outil mathématique à vocation pédagogique, voire artistique, il s'est convaincu que l'équivalence conforme entre un état d'expansion infinie de l'univers et un état primordial fini, c'était peut-être une véritable réalité physique. Alors cela n'a rien d'évident, parce que déjà pour cela, il faudrait que les phases initiales et finales de l'univers soient décrites par un contenu, en fait, on va le montrer, en particules de masse nulle, comme les photons par exemple. Sans quoi, en fait, on perd la symétrie conforme. Alors, en ce qui concerne la phase initiale, les choses se présentent pas si mal, puisque en fait, on pense que quand la température était suffisamment élevée, très très haut, ce qu'on appelle le champ de Higgs, qui est responsable aujourd'hui en fait de la masse des particules, à ces températures-là, il avait une valeur nulle, ce qui finalement de facto annulait celle des autres particules. Voilà. Et même sans ce champ, d'ailleurs, les énergies cinétiques des particules juste après le Big Bang, elles étaient tellement élevées qu'elles dominaient très largement les énergies associées à leur masse. Et donc, tout se passait grosso modo comme si l'ensemble des particules contenues dans le très très jeune cosmos étaient effectivement sans masse. Alors, pour le futur lointain de l'univers, c'est un peu plus problématique. C'est-à-dire, on n'a aucune indication ne laisse supposer que les masses des électrons ou des quarks s'évaporeront ou s'annuleront un jour, et que l'univers ne sera plus constitué que de particules de masse nulle. Mais on peut quand même invoquer des scénarios incertains, comme par exemple la désintégration des protons, qui est prédit par certaines théories de supersymétrie, l'évaporation quantique des trous noirs, ou encore une sorte de mer ou d'océan de micro-trous noirs virtuels qui avaleraient les particules de matière pour les recracher ensuite sous forme de photons et les convertir finalement à la longue tout le contenu matériel de l'univers en lumière. Alors certains mécanismes qui sont présents dans les théories des cordes avec des dimensions spatiales supplémentaires permettent aussi aux masses des particules d'évoluer dans le temps pour devenir finalement nulles. Alors supposons donc que cette condition soit vérifiée dans un futur très lointain, pas nécessairement infini. Et rappelons-nous alors que dans la théorie de la relativité, le temps n'existe pas pour les particules de masse nulle qui voyagent à la vitesse de la lumière. Et même le mot éternité n'a aucun sens pour elle. Donc Penrose pense que, tout comme les photons ne voient pas le temps passer, la géométrie de l'espace-temps ne se souviendrait plus du temps qui s'écoule. Seule compterait en fait sa structure conforme. La métrique, qui permet d'ordinaire de donner un sens aux intervalles de temps et d'espace, s'efface devant les propriétés conformes. Et il devient alors mathématiquement possible de
connecter ou de relier l'espace-temps final avec sa phase initiale d'expansion, et ceci sans avoir de problème lié aux singularités cosmologiques qui normalement interdiraient de le faire. Voilà. Donc appliquer un espace-temps à 4 dimensions, la même idée permet de considérer un univers euclidien infini dans le temps et l'espace comme équivalent à un univers hypersphérique, c'est-à-dire donc à courbure positive, fini, qui se dilate et se contracte en une alternance perpétuelle, de façon analogue en fait au Big Bang et au Big Crunch des univers Phoenix. Donc notre univers serait cyclique, renaissant sans cesse pour une nouvelle aventure, après une période que Penrose appelle un éon. Éon. Donc ce terme, hein, vous connaissez peut-être, ça vient du grec ancien. Initialement, ça signifiait la vie ou l'être, avant d'évoluer progressivement vers l'idée de quasi-éternité. Un éon. Voilà. Alors dans la cosmologie conforme cyclique, l'univers vit donc une succession d'éons. Alors l'ère précédente, c'est-à-dire antérieure au Big Bang, ressemblait à celle que nous connaissons. C'est-à-dire on avait des galaxies regroupées en amas qui occupaient l'espace, qui arboraient en leur cœur des trous noirs géants, des milliards de fois plus massifs que le Soleil. Donc sous l'effet de la gravité, plusieurs d'entre eux se sont attirés, mis en orbite mutuelle pour fusionner en une sorte de dernière valse. Et la coalescence des trous noirs supermassifs aurait dégagé une énergie colossale sous forme d'ondes gravitationnelles. Ces ondes se propagent de façon sphérique dans l'espace-temps, en le déformant sur leur passage. Alors non seulement elles auraient envahi le cosmos de l'éon précédent, mais elles auraient laissé leur empreinte dans le rayonnement de fond de notre propre éon, sous forme de zones annulaires où les fluctuations de température seraient moindres, celles qui sont observées dans le rayonnement fossile. Et donc le Big Bang ne serait ainsi pas le début de toute chose, et la phase d'inflation, traditionnellement invoquée, n'aurait jamais eu lieu. Alors en novembre 2010, Penrose et puis l'astronome arménien Vahe Gourzadian, ils ont posté un article sur Internet qui a fait sensation. Ils prétendaient en effet avoir repéré des anomalies dans les fluctuations observées de température du rayonnement fossile, enregistrées donc par le télescope spatial WMAP, et qui se présentant donc sous la forme de cercles, des cercles prévus par la théorie cyclique conforme. Alors, compte tenu de la haute réputation de Penrose, le débat s'est vite enflammé. Alors, les spécialistes de l'analyse du rayonnement fossile ont, à juste titre, je dois dire, fait remarquer que dans une carte aussi complexe que celle des anisotropies de température, on peut trouver en fait tous les motifs possibles et imaginables sans que cela signifie quoi que ce soit d'autre qu'un pur hasard statistique. Alors, il y a même une équipe canadienne qui s'est amusée à chercher des triangles équilatéraux concentriques à la place de cercles et elle les a trouvés. Bon, ça dit un petit peu ce que ça veut dire sur la façon dont on peut manipuler les statistiques. Alors en outre, donc malgré le bond de géant qui a été réalisé grâce à la mission ultérieure Planck, qui a suivi WMAP, et qui a donné donc en 2013 une cartographie bien plus précise des fluctuations de température de rayonnement fossile, également des fluctuations de sa polarisation, absolument rien n'est venu confirmer les analyses de Penrose et de Gourzadian. Comme quoi, l'élégance du modèle de Penrose ne suffisait pas à en assurer la vérité. Oui, mais voilà. Nullement découragé, toujours aussi inventif, Roger Penrose a alors présenté une nouvelle piste pour tester sa théorie. La symétrie conforme, en fait, de ces équations suppose l'existence d'un champ d'énergie qui est analogue donc à celui qui est associé au boson de Higgs dans le modèle standard des particules. Et donc ce champ nouveau décrit des particules originalement donc sans masse, pour garder la symétrie conforme, mais qui deviendraient massives après le Big Bang. Donc lié étroitement à la gravitation, l'ordre de grandeur naturel de la masse de ces particules hypothétiques serait en fait de l'ordre de ce qu'on appelle la masse de Planck, c'est-à-dire environ 10 puissance moins 5 grammes. Alors Penrose suggère évidemment que ces particules, vous en doutez, sont des candidates naturelles au titre de la matière noire non baryonique. Alors sensible à la seule force de gravité, elle serait très difficile à détecter, exactement comme les WIMPs du modèle standard,
dont j'ai parlé longuement dans des vidéos précédentes. Et même, enfin, pire encore, elle serait impossible, elle, à recréer artificiellement dans les accélérateurs terrestres, contrairement à d'autres WIMS candidates, car elle serait vraiment beaucoup trop lourde, 10 puissance moins 5 grammes, c'est gigantesque pour une particule. Et donc Penrose a baptisé ces nouvelles particules hypothétiques des érébons. Érébons. Voilà. Alors ça, en fait, c'est une référence à Erebos, ou en français, enfin, l'Érèbe, qui, si vous êtes un petit peu versé en mythologie, vous rappellera que c'est une divinité infernale de la mythologie grecque qui était née du chaos et qui personnifiait les ténèbres et l'obscurité des enfers. Donc Penrose suppose que les érébons sont instables et qu'ils peuvent se désintégrer en se transformant en ondes gravitationnelles sphériques. Donc ces érébons ne se désintégrant pas tous en même temps, eh bien, les ondes émises se combinent pour former un bruit de fond, qu'on appelle un bruit de fond dit stochastique, c'est-à-dire, en fait, ça veut dire que ça fluctue à une intensité, en fréquence, de façon aléatoire, comme le ferait, par exemple, une population de petits cailloux qu'on lancerait au hasard dans le temps et dans l'espace, à la surface à la surface d'une mare. Alors encore faudrait-il que ces ondes aient une amplitude suffisante pour entrer dans la gamme de fréquences des détecteurs d'ondes gravitationnelles et qu'elles se produisent suffisamment souvent. Voilà. Alors le problème, c'est qu'il n'existe aucune prédiction précise sur les caractéristiques de ces ondes gravitationnelles produites par la désintégration de ces mystérieux érébons. Leurs amplitudes et leurs fréquences, ou encore le nombre de sources par unité de temps en fonction de la distance ou de la position sur la voûte céleste, ne sont absolument pas connus et n'ont pas été calculés. Bon, qu'à cela ne tienne, en juin 2017, une équipe de chercheurs, basée au Danemark, a déclaré avoir trouvé un résultat bizarre en analysant les signaux captés par les détecteurs d'ondes gravitationnelles, LIGO, lors des 3 premiers événements. Donc, baptisés GW 150914, 15 12 26 et 17 01 04, c'est-à-dire, bon, c'est référence donc aux dates de captation, 14 septembre 2015, 26 décembre 2015 et 4 janvier 2017. Voilà. Donc ces signaux ont fait l'objet d'études poussées par les membres des collaborations LIGO aux États-Unis et puis Virgo en Europe, et sont interprétés donc comme le passage sur Terre des ondes produites par la fusion de trous noirs stellaires dans des systèmes binaires. Voilà. Mais selon les chercheurs danois, les données collectées contiendraient en fait une composante additionnelle, restée jusque-là inaperçue, qui révélerait un bruit de fond d'ondes gravitationnelles, un bruit de fond stochastique. Alors Roger Penrose, il a bondi sur l'occasion et fait l'hypothèse qu'il s'agissait bel et bien du bruit stochastique produit par la désintégration de ces érébons, voilà, qui donc se rajoutent à celle des trous noirs, des fusions de trous noirs. Donc, pour les chercheurs de LIGO et Virgo, la composante additionnelle trouvée par les Danois provient juste d'une erreur, en fait, liée à une mauvaise compréhension des données qui ont été rendues publiques par la collaboration. Voilà. Et quand bien même une telle composante additionnelle existerait, si elle était due à des ondes gravitationnelles venant de la désintégration des érébons, elle devrait se retrouver dans l'ensemble des données de tous les événements gravitationnels observés, et pas seulement lors des 3 premiers événements, parce que depuis, il y en a eu bien d'autres. Voilà. Donc il est infiniment peu probable qu'une onde gravitationnelle engendrée par la désintégration aléatoire d'un érébon passe par hasard et très précisément en même temps que l'onde gravitationnelle produite par la fusion de 2 trous noirs, et pas avant ni après. Voilà. Donc une corrélation des bruits de fond liés aux érébons devrait aussi d'ailleurs se voir dans les recherches effectuées par les divers détecteurs, donc LIGO, Virgo, maintenant Kagra au Japon qui entre en fonctionnement. Et donc, si de nouvelles fusions de trous noirs binaires ont été détectées, d'ailleurs depuis 2017, aucun bruit de fond autre que celui des instruments ne s'est manifesté. Voilà. Donc à l'heure actuelle, ça ne marche pas. Alors j'ignore si Sir Roger Penrose trouvera une nouvelle idée pour prouver sa conception platonicienne du monde. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, ce type de recherche provocatrice, probablement vouée à l'échec, c'est intéressant. Voilà. Parce que ça permet d'expliquer aux étudiants et aux jeunes chercheurs la nécessité de penser en dehors des modèles standards, ne serait-ce que pour tester la robustesse de ces derniers. Dieu sait si on en a besoin en ce moment de penser en dehors des modèles standards, toutes disciplines confondues. Bon,
Et puis surtout, comme l'écrivait le poète Novalis, eh bien, il en va des théories comme de la pêche. Seul celui qui lance risque d'attraper quelque chose. Bon voilà, ben, c'était ma dernière vidéo sur la gravitation quantique, adaptée donc de mon ouvrage L'écume de l'espace-temps qui, je vous le rappelle, paraîtra au mois d'octobre aux éditions Odile Jacob. Alors, je ne vous cache pas que mon livre contient bien d'autres chapitres qui auraient pu faire l'objet d'encore une bonne dizaine de vidéos que je vous épargne. Alors par exemple sur l'hypothèse holographique, la gravité à sécurité asymptotique, ou encore la théorie des ensembles causaux. Chose tout à fait passionnante. Voilà. Donc si vous voulez en apprendre plus, ben, vous savez ce qu'il vous restera à faire au mois d'octobre. Voilà. En tout cas, pour finir, ben, merci vraiment à celles et ceux qui ont eu le courage de me suivre jusqu'au bout dans cette aventure intellectuelle autour de la gravitation quantique qui, personnellement, m'a réellement passionné.